Bonjour et bienvenue dans cette émission santé. Cette semaine, on vous parle d'amour, c'est de saison, mais attention, on vous en parle scientifiquement. Si vous pensez que tomber amoureux est une affaire de chimie, eh bien, vous avez raison, mais vous ne savez pas à quel point. L'organe essentiel de l'amour n'est pas le cœur, c'est le cerveau. Et nous verrons avec Michel Reynaud, psychiatre ici à l'hôpital Paul Brousse, comment fonctionne le mécano de l'amour. Et le sexe dans tout ça, lui aussi fait appel à notre cerveau, mais attention, un excès de dopamine et vous pouvez tomber dans la dépendance. On devient alors sexe addict, comme on dépendrait d'une drogue. Nous verrons à la consultation du docteur Carilla à Paul Brousse comment on aide ces personnes en souffrance. Et puis faire l'amour est bon pour la santé, et ce à tous les âges de la vie. Nous essaierons de lever quelques tabous sur la sexualité des seniors. Mais avant tout ça, quelques nouvelles en bref. Elle s'appelle Anna Clark et incarne le miracle de la médecine. Cette jeune galloise avait 2 ans lorsqu'on lui a greffé un cœur. Le sien, atteint de myopathie, avait été laissé en place mais mis au repos. 11 ans plus tard, miracle, le cœur d'Anna se car le greffon de la jeune fille a été endommagé par des traitements contre le cancer développés entre-temps. Aujourd'hui âgée de 16 ans, l'adolescente a vaincu cette terrible maladie et retrouvé son cœur. Comme une traînée de poudre, le virus de la grippe A se propage à une vitesse sans précédent, dit l'OMS, au point que l'Organisation mondiale de la santé renonce à établir des bilans. En positif, l'immense majorité des cas est sans gravité. En négatif, une minorité est mortelle. Partout dans le monde, on s'organise. En France, par exemple, on a commandé 94 millions de doses de vaccins. L'obésité ne franchirait que difficilement la barrière des sexes. En clair, les filles peuvent en hériter de leur mère, mais plus difficilement de leur père. L'inverse est vrai pour les garçons. L'obésité qui est plus un comportement qu'une donnée génétique, précisent les chercheurs. Le saviez-vous? Tomber amoureux mobilise plusieurs centaines de substances chimiques dans notre corps, à commencer par la dopamine, l'hormone du plaisir, et l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Comme quoi, tomber amoureux est moins une histoire de cœur qu'une affaire de cerveau. La première rencontre, et c'est le coup de foudre. Il a des papillons dans le ventre, elle, les mains moites. Pendant des années, les scientifiques ont tenté de comprendre les effets de l'amour sur le corps et le cerveau. Ils ont trouvé que l'amour provoque une réaction chimique et un électrochoc en même temps, de quoi rester. Sans m'en rendre compte en fait. Là par exemple, son cœur accélère de 80 battements par minute à 120. Elle rougit d'émotion, la pauvre chérie. Et ça, c'est à cause de la vasodilatation des vaisseaux sanguins, juste sous sa peau. Autant de réactions physiques qui ont pour la nicotine et la cocaïne produisent le même effet, ce qui explique pourquoi on peut devenir dépendant de l'amour, comme d'une drogue. Si le coup de foudre se poursuit et se développe en relation à long terme, d'autres produits chimiques interviennent, dont l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui crée l'attachement, qui est extrêmement forte au moment de l'accouchement, c'est ce qui crée la relation entre la mère et son bébé, mais on s'est rendu compte après que l'ocytocine est sécrétée par l'orgasme, chez l'homme comme chez la femme, et plus on jouit, plus on sécrète d'ocytocine, donc plus on s'attache à son partenaire. L'odeur est aussi un facteur important en amour. Avec l'image de l'heureuse élue, l'odeur affecte une autre partie du cerveau, l'hippocampe, le siège de la mémoire. Mais les scientifiques ont beau expliquer l'inexplicable, tomber amoureux gardera toujours sa magie. On ne badine pas avec l'amour, en tout cas pas sans danger. Certains en deviennent dépendants, ce qui peut se traduire par une hyperconsommation sexuelle. Une souffrance qui entraîne la honte et que l'on cache. Certains viennent en parler ici, à l'hôpital Paul Brousse. Cet homme pousse plusieurs fois par mois la porte qui surgit à tout moment et empêche de vivre normalement, y compris au travail. Quand je travaillais pour une société, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller aux toilettes, par exemple pour me masturber. Et le soir, dès l'instant où je sortais, hop, je repartais dans mes délires de consommation sexuelle. J'arrivais à me concentrer au niveau de mon travail, mais il y avait une partie de mon cerveau qui restait enclenchée par rapport à la consommation sexuelle.
Téléphone rose, internet, boîte échangiste ou prostitution. Au début, cet homme avait la sensation de vivre une vie pleine, d'être fort, différent. Avec le temps, l'addiction sexuelle lui a coûté cher, de plus en plus cher. J'aurais pu m'acheter une belle voiture avec, hein? Mais la dépendance sexuelle ne coûte pas seulement de l'argent, elle est d'abord source de grandes souffrances. C'est la souffrance anxieuse, c'est une tension anxieuse permanente. Il est obligé de consommer pour soulager. Et tout de suite après que la consommation a eu lieu, il y a une phase, c'est la triple phase, c'est honte, désespoir et culpabilité. C'est de la culpabilité, celle d'avoir une double vie, c'est-à-dire quelque part de ne pas montrer. Ça prend une proportion dans la culpabilité immense. Par exemple, quand j'avais des conversations avec ma mère ou avec des amis proches, je culpabilisais vraiment en me disant s'ils savaient. Pendant des années, cet homme a donc gardé le silence, comme des milliers d'autres dépendants sexuels, 5 à 6% de la population française. Pourtant, c'est la psychothérapie, les groupes de parole des dépendants affectifs et sexuels anonymes, et parfois le recours aux antidépresseurs qui permettent d'en sortir, car l'addiction sexuelle est d'abord une maladie, pas une perversion. On peut pratiquer le rituel amoureux dans un but bien précis, dit le Kama Sutra, guérir une maladie ou résoudre un problème. Nous sommes ici au musée de l'érotisme à Paris, où sont exposées les œuvres de Jacques Charrier. À 73 ans, l'artiste nous rappelle que l'amour n'a pas d'âge et même qu'il est bon pour la santé. Le sexe chez les seniors, c'est bon pour la santé. Voilà ce que disent les médecins. Faire l'amour peut permettre d'atténuer certaines contraintes qui viennent avec le grand âge. Le stress, par exemple. L'activité sexuelle permet de se relaxer et de se sentir aimé. Pour les hommes, l'éjaculation peut prévenir le cancer de la prostate. Pour les femmes, avoir des orgasmes renforce les abdominaux et peut éviter les problèmes d'incontinence. Aujourd'hui, le sexe chez les personnes âgées deviendrait très profonde. Au fil des années, le corps change et se dégrade. Les hommes peuvent souffrir d'impuissance, les femmes de douleurs pendant les rapports sexuels. Des rapports qui deviennent de moins en moins fréquents, d'autant qu'en maison de retraite, certains pensionnaires se plaignent d'un manque d'intimité. On rentrerait en moyenne 25 fois par jour dans leur chambre. Les médecins se penchent sur la question et demandent à ce que le personnel soit formé pour donner des conseils aux résidents, les aider pendant leurs relations amoureuses et encourager les bisous et les câlins. En Argentine, il est provisoirement interdit de se faire la bise ou de danser le tango collé serré. Motif, limiter la propagation de la grippe A en évitant le contact physique. En revanche, rien de plus branché qu'une soirée grippe ou grippe party en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Le but est justement d'y attraper la grippe A avant l'hiver pour être immunisé. Une très mauvaise idée selon les médecins. Voilà, c'est la fin de cette émission Santé. Pour vos suggestions, vos questions, une seule adresse, santé@france24.com. À la semaine prochaine.